Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, le contexte exige une hauteur de vue plus particulière et d'éviter de rentrer dans des polémiques artificielles. Je voudrais néanmoins répondre à quelques propos qui ont été tenus sur les bancs des oppositions en assumant nos différences. Oui, nous avons des différences qui sont d'ailleurs parfois fortes, qui sont inspirées par des principes, qui se trouvent d'ailleurs avoir été tranchés de façon très claire par les électeurs il y a un petit peu plus d'1 an. Et je voudrais rappeler que ces différences sont des différences assumées, et notamment sur la question des transports et du développement durable et des énergies. Je voudrais revenir tout d'abord à ce que vous avez dit, monsieur l'orphelin, tout à l'heure, sur la réduction, selon vous, de l'offre ferroviaire en matière de fréquence. Vous faites allusion à l'offre optimisée qui a été délibérée, votée ici dans cette session plénière au mois de mars dernier. Et vous parlez d'une baisse importante des fréquentations, enfin pas des fréquentations, mais en tout cas des cadencements des trains. Je vous rappelle que si nous avons choisi de proposer une offre optimisée, c'est parce que la fréquentation des trains baissait de 24%, que les taux de remplissage étaient entre 20 et 30% sur ces trains. Mais je vous rappelle surtout que l'offre qui a été décidée est une offre conforme à ce qui existait en 2019, soit une offre supérieure à l'offre ferroviaire qui était celle quand vous aviez les responsabilités. Parce que quand j'écoute votre discours, j'ai l'impression que vous n'avez jamais été aux responsabilités. Mais vous et vos amis, vous l'avez bien été, et vous l'avez été, en l'occurrence pas il y a 20 ans, vous l'étiez avant 2016. Et avant 2016, vous aviez tout loisir d'appliquer les principes qui sont les vôtres, notamment sur l'offre ferroviaire. Et je rappelle donc que si nous avons voté ce plan-là, c'est qu'il y a 20 minutes parfois d'écart maximum sur certains trains, et qu'il y a un déport facile des usagers sur ces trains, sans altérer évidemment l'objectif qui est celui de la région, et sans non plus, parce qu'il y a une évolution au télétravail, sans non plus dire que l'offre de 2021 et de 2022 ne reverra pas le jour lorsque la crise sanitaire sera complètement derrière nous et que nous pourrons apprécier les changements d'habitude durables des usagers, sachant que ça représente 1 million d'économies par mois, ce qui a été décidé sans altérer encore une fois la qualité de l'offre. Avant 2016, vous aviez tout loisir de rouvrir des lignes secondaires. Il y avait une étude qui existait sur le Rouen-Louviers et vous et vos amis, vous aviez décidé de l'enterrer. Nous avons décidé de dire que la région, et c'est mon collègue Jean-Baptiste Gastine qui l'a déclaré récemment, est déterminée à aller dans cette voie de la même manière que nous étudions la possibilité d'une ligne entre Évreux et Louviers. Vous voyez, au-delà des incantations, c'est quelque chose de tout à fait concret. Oui, nous assumons d'avoir une différence qui est très forte sur ce que vous dites sur les routes. Le désenclavement de la Normandie, ça a du sens. Oui, nous assumons complètement aussi de dire que ces principes ont été tranchés par les électeurs, puisque nous avons toujours été très clairs. Alors, vous parlez, monsieur Beauvais, de sobriété raisonnée pour qualifier votre politique en matière de développement durable. Je ne vois pas trop en quoi ce concept consiste exactement, mais j'ai bien peur que vous ne soyez pas d'accord entre vous, d'ailleurs, sur cette sobriété raisonnée, puisque vous semblez regretter l'absence d'un plan régional d'urgence en matière de stratégie de développement durable, mais certains de vos collègues dans cette assemblée à Évreux regrettaient qu'il y en existe un. Donc je voudrais dire que la sobriété raisonnée doit trouver des explications un peu plus fournies au-delà du concept creux, il faut bien le dire, et ce qui me semble ressembler à de la décroissance déguisée autrement avec une autre appellation. Vous l'avez compris, en matière de développement durable, la ligne de la majorité régionale, elle est très claire. Oui, nous soutenons, parce que nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous n'avons pas le nucléaire honteux, nous soutenons l'excellence de la filière nucléaire. Nous la soutenons sans ambiguïté, comme le président Morin l'a fait récemment, en s'occupant notamment des enjeux de formation à Panly, parce que l'enjeu il est considérable. Nous la soutenons très clairement, cette filière, nous en sommes fiers. Elle est un atout maître de la région. Et nous soutenons en même temps des plans massifs de rénovation énergétique, l'énergie marine renouvelable, je dis bien l'énergie marine renouvelable à des distances raisonnables des côtes. Nous ne sommes pas à 12 km dans les projets qui sont ceux de la région, comme à Saint-Nazaire, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et nous soutenons en effet la relance de la filière hydrolienne. Nous voulons apparaître en effet comme la région qui est le démonstrateur du mix énergétique. Dans le même temps, nous avons financé, grâce à un plan pluriannuel d'investissement extrêmement ambitieux, 243 opérations dans les lycées pour faire des économies d'énergie, se traduisant notamment
dans 14 établissements pour 20 millions d'euros par des économies substantielles. Notre modèle, il n'est pas Madame Rousseau. C'est vrai, nous l'assumons, nous le revendiquons et nous en sommes fiers. D'ailleurs, je ne pense pas que Madame Rousseau fasse... Non mais antiféministe pas du tout, parce que Mme Rousseau est antiféministe dans les propos elle les caricature, elle vous caricature. Je suis désolé de le dire. Donc c'est vrai que nous assumons en effet que Mme Rousseau ne soit pas notre modèle et qu'elle soit même plutôt un anti-modèle absolu de ce qu'il faut faire en matière de développement durable. Je voulais également dire qu'en matière de transmission mémoriale, oui, nous avons des différences très fortes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'ai pu le mesurer de façon très claire lors de la concertation publique sur le projet Hommage aux héros. Notre différence, elle est là aussi totalement assumée. Les oppositions qui sont les vôtres sont les oppositions que l'on a pu constater au moment du mémorial de Caen. Nous pouvons également dans un autre... Je vous ai écouté, Monsieur Beauvais, donc s'il vous plaît, je vous demanderai de bien vouloir écouter également ce que je dis. Les oppositions sont exactement les mêmes et dans un autre registre, il y avait des oppositions très fortes il y a 20 ans au moment de l'ouverture de la Cité de la Mer. Des oppositions mais radicales. Beaucoup de personnes y croyaient à l'époque. Il y a quelques semaines, la Cité de la Mer était d'ailleurs désignée monument préféré des Français grâce à la gare transatlantique et au sous-marin le redoutable. Oui, nous considérons en effet que le fait que les derniers témoins de la guerre disparaissent justifie de nouvelles techniques également pour transmettre la mémoire. Oui, nous justifions également que ces techniques modernes, qui sont soutenues d'ailleurs par de nombreux historiens et par un comité éthique extrêmement charpenté, sont également de nature à soutenir un projet privé, dont je rappelle qu'il est privé, sur lequel les territoires du Cotentin, de façon générale, travaillent étroitement, en termes aussi de sobriété dans la consommation foncière. Est-ce que tous les projets mémoriels, est-ce que tous les musées, selon les mêmes principes, devraient être fermés ? 5,5 millions de personnes fréquentent le tourisme mémoriel en Normandie. Est-ce qu'il faut fermer d'idées et expériences ? Est-ce qu'il faut fermer tous les musées qui parlent de la guerre pour les mêmes principes ? Est-ce que vos amis se sont offusqués de ce qui se passe à Verdun, par ailleurs ? Je veux le dire, notre ligne, elle est en effet différente, elle est assumée, et nous considérons que transmettre la mémoire avec des moyens modernes n'est pas une honte, c'est une fierté. Je voudrais également vous le dire, pour poursuivre sur une note positive. En effet, depuis 2016, la région s'efforce, assemblée plénière après assemblée plénière, de voter des dispositifs qui sont des dispositifs à valeur ajoutée pour nos concitoyens. Nous le voyons et nous le verrons tout à l'heure sur l'agriculture avec le plan Je mange normand. Nous le voyons avec une Normandie qui rayonne, comme François-Xavier Priolo qui porte Normandie pour la paix a pu le démontrer encore il y a quelques semaines. Nous le faisons concrètement, pour citer des exemples récents, auprès de nos concitoyens, avec des lycéens qui, pour 39 000 d'entre eux, se voient équipés d'un ordinateur numérique. Il faut le dire également parce que ça, c'est très positif et ça change le quotidien de nos concitoyens. Accueillir de nouvelles entreprises, c'est également une fierté. Alors que les régions de plus en plus démontrent leur capacité à être stratèges et à agir au quotidien, l'État, lui, tourne de plus en plus à vide. L'État, c'est la politique d'échec. Nous le voyons, c'est la politique d'échec à un moment où la voix de la France dans le monde s'abaisse, au moment où le classement de la France en matière éducative est également s'enlise. Et pour autant, l'État, par la voix du président de la République qui a annoncé il y a quelques semaines une nouvelle décentralisation, on a envie de dire chiche, mais dans le même discours, le président de la République veut renforcer l'État territorial, ce qui est donc totalement contradictoire. L'État qui, en cette rentrée, supprime la CVAE, ce qui est en quelque sorte le dernier lien entre les entreprises et leur territoire, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour les territoires. L'État qui est en train de réactiver le pacte de Cahors en pire, parce que le pacte de confiance est en réalité une véritable défiance à l'égard des collectivités territoriales, puisqu'elle est moins 0,5 par rapport à l'inflation, sont intenables si nous voulons continuer d'investir. Nous représentons 10% collectivités territoriales, 10% de la dette, alors que nous représentons près de 70% des investissements publics et que nos budgets sont à l'équilibre. Cette suspicion est insupportable. Oui, en effet, sur les sujets régaliens comme la sécurité, l'État est défaillant. Mais les maires, eux aussi, ont une responsabilité et quand ils le font, ils développent la vidéoprotection. L'État accompagne également les communes grâce à la foncière de Normandie pour améliorer le cadre de vie. Qui était là cet été
pour gérer les gens du voyage sur nos territoires, les collectivités territoriales lorsqu'ils envahissaient pour certains d'entre eux des propriétés privées de nos agriculteurs. Qui est là en ce moment pour déployer un plan santé au-delà de nos compétences pour faire face aux défaillances de l'État? La région Normandie avec son plan de 200 millions. Qui déploie le très haut débit sur nos territoires? La région. Je crois que cela se lie sur les orientations budgétaires. Nous avons choisi de maintenir un très haut niveau d'investissement malgré le contexte budgétaire tendu. Nous attendons non pas un pacte de confiance qui rime plutôt avec défiance, mais enfin des relations qui nous permettent de retrouver et de continuer à agir, cette capacité à agir et à fédérer localement. Je pense que l'ordre du jour de cette assemblée plénière montre le sens de la responsabilité de la majorité régionale. Il est vrai avec des différences d'appréciation fortes avec les autres, mais nous continuons au-delà de ces polémiques à agir. Merci de votre attention.